Mathilde Pierre, bonjour. Bonjour Mélissa, Comment ça va? plutôt bien. Alors ma première question elle est simple, c'est toujours la même. Est-ce que tu pourrais t'introduire de la façon dont tu as envie? C'est pas évident de me présenter, mais en même temps, j'aime le fait que ce ne soit pas évident. Alors, je suis Mathilda Pierre, haïtienne. Je suis née en Haïti, j'ai grandi en Guyane. Je suis comédienne professionnelle, intervenante artistique, professeure de danse, de théâtre, d'éloquence et de gestion des émotions. J'aime qu'on mette à part chaque petite chose. Est-ce que tu peux nous préciser ce que ça signifie pour toi, intervenante artistique exactement? Une intervenante artistique, c'est une personne à qui on fait appel pour gérer un problème, une situation. Ça peut être de l'ordre émotionnel, ça peut être de l'ordre comportemental. C'est-à-dire, on fait appel à la personne et c'est la personne qui décide des moyens qu'elle va utiliser, des structures qu'elle va utiliser pour gérer cette situation. Ça peut être le chant, la danse, le théâtre. Et tu interviens auprès de quel public alors exactement? J'interviens vraiment auprès, et j'en suis fière, de vraiment tout le public. Mais la grande majorité, c'est vraiment les tout petits et les ados. Et ça prend quelle forme ce type d'intervention et qui te missionne? On va dire un peu c'est l'État, dans le sens où c'est les profs qui vont faire appel à moi pour régler certaines situations dont ils n'ont pas les armes nécessaires avec leurs élèves. Parfois aussi, ça va être les parents pour donner des cours d'éloquence Mhm. et apprendre un peu à leurs enfants, les enfants qui ont des gros problèmes à exprimer leurs émotions, qui l'expriment particulièrement par la colère, vont faire appel à moi pour me dire: ah, est-ce que vous pouvez faire un peu d'art avec mon fils pour qu'il puisse apprendre En individuel? en individuel, oui. D'accord. Et tu interviens sur quel secteur? Là, tu es sur Saint-Laurent-du-Maroni, c'est là que tu habites. C'est ça. Est-ce que c'est ce secteur-là seulement ou tu bouges sur toute la Guyane par rapport à tes interventions artistiques? Je bouge sur toute la Guyane et en vrai un peu partout dans le monde, mais la grande majorité des interventions se passent à Saint-Laurent-du-Maroni, puisque je suis à Saint-Laurent-du-Maroni et il y a peu d'artistes. Enfin, il y a beaucoup d'artistes à Saint-Laurent-du-Maroni, mais il y a peu d'artistes qui touchent vraiment à toutes les ficelles du métier de comédienne. Moi, je t'ai découverte sous ta facette de comédienne, du coup, à travers une pièce de théâtre, La Petite Robe Rose, si je me trompe pas, c'est bien ça? Exactement. Que tu as joué dans un théâtre à Kourou. Donc à Kourou en Guyane française, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas où c'est sur le littoral. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette pièce? C'est pas toi qui l'as écrite? Non, 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 pas du tout. Parle-nous de la personne qui l'a écrite, de comment elle t'a contacté et choisi pour interpréter ce seul en scène et juste de quoi ça parle. Alors, la pièce La Petite Robe Rose, seule en scène de 25 minutes, 25-30 minutes. Elle a été écrite par Isabelle Niveau, qui est professeure de français et inspectrice aussi. C'est une pièce qu'elle a écrite en se basant sur l'histoire des jeunes lycéens, collégiens qu'elle a connus. Je fais partie de ces jeunes lycéennes qu'elle a connues. J'étais son élève, elle était ma prof. Et D'accord. à cette époque-là, c'est quelqu'un à qui je me confiais beaucoup, qui avait une très grande écoute. Du coup, qui sait un peu de choses sur ma vie et sur la vie d'autres étudiants. Beaucoup d'étudiants se confient à elle, justement. Et en grandissant, ces petits étudiants qu'elle a accompagnés ont pris leur envol quelque part, ont continué l'aventure. Du coup, je pense qu'elle s'est un peu réfugiée dans les textes, dans l'écriture pour écrire cette petite robe rose. Pourquoi moi? Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi moi, parce qu'on avait perdu contact pendant un long moment. Mais depuis peu de temps, depuis quelques mois, elle revient vers moi pour me faire ses scènes en scène. Elle a plusieurs scènes en scène. Et je pense qu'aussi, quelque part, c'est parce qu'elle sait que de plus en plus, je m'oriente vers l'enseignement. Je préfère vraiment enseigner le théâtre, enseigner l'art, plutôt que être comédienne en soi. Je D'accord. n'aime pas moins le métier des comédiennes, mais j'adore enseigner, transmettre mon art aux plus jeunes, aux adultes aussi, mais plus aux plus jeunes. Ces petites formes de seul en scène, je ne vais pas avoir une grosse période de résidence, ça ne va pas amener très loin. Du coup, je pense que c'est plus pour ça qu'elle a pensé à moi. Elle sait que j'aime jouer, mais que j'ai un peu changé de bord, chauffeur, enseigner. Donc, elle s'est sûrement dit, puisque c'est petit, c'est court, en même temps, c'est intense. Elle sait que j'adore jouer dans l'intensité. Pour beaucoup de personnes, plus tu es intense sur la scène, moins ils aiment. Il faut pas jouer sa vie, mais alors que moi, à chaque fois que je monte sur scène, en fait, je joue ma vie, je transmets quelque chose, je transmets un message qui est super important parce que j'accepte pas n'importe quelle pièce non plus. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'elle a pensé à moi. C'est court, c'est intense, c'est Mathilda. Effectivement, c'était intense pour l'avoir vu. C'était très intense. Et toi, toute seule, qui t'adresse du coup à ta mère, enfin dans le personnage, quoi, qui
s'adresse à sa mère en lui disant tout ce qu'elle n'a pas pu lui dire. Et ça traite de sujets quand même lourds, deep, les violences sexuelles, etc. Tu dis que tu ne joues pas n'importe quelle pièce. Pourquoi tu as voulu jouer cette pièce-là? J'ai voulu jouer cette pièce-là parce que pour moi, quelque part, c'était donner une grosse claque à l'humanité, donner une grosse claque à ces gens qui sait, mais se tait. Le monde dans lequel on vit nous renferme beaucoup dans les normes. Et moi, j'aime brusquer les normes. Et quelque part, c'était important pour moi de prendre la parole, malgré le fait que je savais que ma mère ne serait pas dans la scène. Donc, elle ne sera pas parmi les spectateurs. Et c'était volontaire, c'est moi qui ne l'ai pas invitée parce que je sais qu'elle n'est pas prête à me voir porter un tel spectacle. J'avais besoin d'avoir plusieurs mamans. Parmi chaque spectateur, spectatrice qui regardait les spectacles, je voyais une part de ma mère chez eux et je voyais aussi une part de la mère que j'aurais voulu avoir chez eux. C'était important pour moi de quand même prendre la parole, de quand même sortir ces choses. Il y a beaucoup de choses qu'on enferme à l'intérieur de nous, qu'on n'ose pas sortir comme ça. Et moi, à chaque fois que je monte sur la scène, je cherche toujours à l'intérieur de moi quelle petite histoire enfermée, quelle petite chose que j'ai vécue, que je pourrais ressortir là tout de suite, mettre en rapport avec ce spectacle et me libérer quelque part. Donc il y avait un peu de ta mère dans chaque spectateur. Il y avait aussi un peu de Mathilda donc dans cette petite fille, finalement. Il y avait honnêtement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mathilda dans cette petite fille. Je pense qu'il y avait 5% de pas Mathilda et 95% D'accord. de Mathilda. Dans le sens où il y a juste 2-3 répliques dans le spectacle qui n'est pas en accord avec ma réalité. Je ne vais pas dire que c'est ma réalité, mais ça pourrait complètement se fondre avec ma réalité, ça pourrait complètement ne faire qu'un. Il y avait beaucoup de Mathilda parce que malgré moi, ce spectacle a éveillé beaucoup de choses qui s'est passé il y a longtemps. Et il y a certaines choses qui s'est passées, tu ne peux pas en fait tout simplement te dire ah ça s'est passé, ce n'est qu'un spectacle. Tu joues juste un spectacle, tu vois, tu joues une personne dans le texte. Non, je ne joue pas une personne dans le texte, je joue ma personne dans ce texte. Je me joue, je me mets en scène, je me mets à nu. Et c'est important pour moi de me mettre à nu quand je suis sur la scène, surtout à travers ce spectacle-là, La Petite Robe Rose. Quand je suis sur scène, les gens sont dans l'obligation quelque part de m'écouter, sont dans l'obligation de se taire, sont dans l'obligation de réfléchir, d'entendre. Alors que dans la vie de tous les jours, les gens vont faire semblant de t'écouter. Moi, je vois beaucoup les petits signes, les yeux, les regards, les petits gestes parasites. Je sais quand quelqu'un m'écoute et quand quelqu'un ne m'écoute pas dans la vie de tous les jours. Alors que sur scène, les gens sont ébahis face à toi, qu'importe le message que tu as donné, et ça passe. Du coup, si le message que j'ai à donner fait partie de mon vécu, là, ils écoutent, ils entendent et ça permet, moi, de mon côté, je me dis que ça va leur permettre de réfléchir autrement, de se dire « Ah mais oui, ça s'est passé, ça s'est passé ». Surtout qu'il y a eu un débat juste après, donc c'est d'autant plus important. Tout à fait. Tout à fait. C'est peut-être pour ça que c'était aussi intense aussi, du coup, finalement, tu l'incarnes réellement, le personnage. Donc, forcément, on ressent dans chaque intonation de ta voix que c'est quelque chose que tu as vraiment envie de raconter. Et tu disais justement dans ce débat à la fin, que j'ai trouvé très, très intéressant, avec des jeunes qui étaient là, il y avait beaucoup de jeunes, tu expliquais que ça a été compliqué pour toi de l'apprendre, ce texte. La question que je voulais te poser, que je t'ai pas posée ce jour-là, c'est est-ce que ça a été compliqué de le jouer? En vrai, les deux ont été compliqués. Et honnêtement, c'est la première fois que... Enfin, c'est pas la première fois que je retrouve que ce soit compliqué pour moi de jouer un spectacle. Mais c'est une complexité différente. J'étais complètement perdue et perturbée. Il y a des spectacles que je joue où je me dis « Ah, c'est compliqué parce qu'il y a le français se mélange au créole. » Alors que ce spectacle-là, ce n'est pas une question de français se mélange au créole. Les mots étaient clairs, les mots étaient simples, les mots étaient limpides, mais en même temps, les mots, ils étaient forts. Le fait de lire le texte, de le mémoriser, c'est comme si j'avais l'impression d'accepter, de me faire violence à nouveau, d'accepter quelque part qu'on me viole à nouveau. Le fait de rentrer chaque mot, de dire ah il a fait ci, ah il a fait ça, d'accepter de dire à ma mère en fait tu n'étais pas là, tu n'étais pas à l'écoute parce que c'est une réalité aussi. Et il y a des choses dans la réalité que je n'accepte pas. Je n'accepterai jamais de dire à ma mère qu'elle n'était pas là, qu'elle n'était pas à l'écoute. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, donc laissons derrière le passé. Du coup, de ce côté-là, ça a été compliqué. Mais après, une fois le texte mémorisé, 2 jours avant la représentation, vraiment 2 jours avant, je me suis dit, bon, madame, il s'agirait de commencer. Vous avez déjà signé le contrat. Ouais. Les représentations sont prévues. Le déploiement a été donné. Il serait peut-être temps de te mettre au travail. Après, je me suis dit, parfois, c'est très important de se faire violence. C'est là qu'on se rend compte d'autres potentiels qu'on possède, dont on ignorait. Premier jour de répétition,
Je savais que les trois derniers paragraphes du texte, je ne le connaissais pas du tout. Mais je me suis dit, tu vas au talent. Le fait justement de me dire, tu te fais violence à toi-même, tu vas, malgré ce que tu sais, tu connais pas le texte. Je pense que quelque part, à force de relire sans penser à mémorisation, c'est vraiment, tu relis de manière à ce que vraiment ta personne commence à s'adapter à ces mots, que ces mots commencent petit à petit à s'enregistrer dans ta tête. Et après la première répétition, le soir, je suis rentrée à la Villa des Artistes. Là, je me suis demandé vraiment le nombre de petites filles qu'il y aura dans cette salle, le nombre de personnes qui ont vécu cette violence qu'il y aura dans cette salle, le nombre de mères qui seront dans cette salle. Je pense que c'est quand même important que ces mères puissent voir une petite fille. Je me suis vraiment mise dans la peau d'une petite fille. Je suis une petite fille. Je viens dire à ma mère et tous ces téléspectatrices sont mes parents, représentent ma mère. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu portes la parole de ces femmes, tu portes la parole de ces petites filles. Wake up. Réveille-toi, meuf. Et là, j'étais là. Répétition, je dansais, je répétais, je dansais. Et après, ça l'a fait. Qu'est-ce que tu as ressenti en jouant finalement cette pièce que tu appréhendais? Honnêtement, j'ai ressenti beaucoup de choses. J'étais fière d'avoir pu porter le texte jusqu'au bout, mais je me sentais très seule sur la scène pendant que je disais ce texte. C'est comme je me suis vue en fait à l'intérieur de moi-même en train de m'adresser à la petite Mathilda de 5 ans pour lui dire on va y arriver. Genre, il y avait ce sentiment de solitude qui se mélangeait avec la fierté. Donc les deux ensemble, ça me donnait suffisamment de force pour me dire va jusqu'au bout, va, vis, vole. À chaque fois que je suis sur la scène, pour moi, c'est un envol que je prends. Et je ne peux pas me permettre d'échouer. D'où ça te vient, cet amour de la scène et du théâtre? C'est né comment? Là, tu m'envoies dans le passé. On va aller partout, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Prépare-toi. Alors, l'amour pour la scène, il faut savoir que au moment où je suis arrivée en Guyane, j'avais 9 ans. J'habitais dans un village Saramaka et ma mère était en couple. Quand on est petite fille, j'étais en Haïti avec ma mère, mes 2 grands frères et mon petit frère, mes 3 grands frères et mon petit frère. J'étais la seule fille, j'étais vraiment la chouchoute, vraiment. Tous mes frères me protégeaient, même le petit en Haïti. Et du jour au lendemain, ta mère décide de partir, elle m'a laissée en Haïti. Mais c'était un très bon choix. Au jour d'aujourd'hui, je comprends son choix. Et après, je suis arrivée ici. Quand j'arrive, je vois elle a déjà 2 autres enfants. Comme si je n'étais pas préparée à avoir... Tu savais pas? Non, je ne savais pas. Oui. Je pense que quelque part, elle me disait, mais je refusais de l'admettre. Elle avait déjà 2 enfants. Il y avait une fille qui plus est. Du coup, j'ai perdu ma place de petite fille. Et on est arrivé dans un village appelé le village Saramaka. Comme elle était en couple Dans quelle avec... ville? À Kourou. À Kourou, au village Saramaka. Elle était en couple avec le chef du village de Saramaka. Donc, elle avait vraiment un rang, un statut. Sauf que dans le village où on habitait, village Saramaka, il y avait quasiment que des Saramaka. Il y avait peut-être 3 familles haïtiennes. Et on était très, très rejetés dans ce village. C'était vraiment Haïti débaqué, Haïti sort de là, ma botte, oiseau. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de manque de respect, ce qui a créé quelque part beaucoup de colère en moi. J'avais envie de frapper tout le monde, j'avais envie de tabasser tout le monde. Envers ta mère aussi? Tu ressentais ça, ce Non, rejet, etc. Puisque comme elle était avec le chef du village... oui, envers ma mère, non, je ressentais pas ce rejet parce que depuis petite, en fait, elle a expliqué son choix. Elle a préféré partir pour nous donner une meilleure vie. En Haïti, elle voulait pas nous mettre dans des écoles publiques parce que c'est très... Bref. Non, mais je veux dire, est-ce qu'elle vivait elle aussi ce racisme Oui, elle vivait ce malgré racisme. sa position Malgré sa position, justement, à Mhm. cause de sa position, Ah. elle vivait ce racisme. Le chef du village, Saramaka, le chef du village qui est au Suriname aussi, il était vraiment chef de 2 côtés, ne pouvait pas se mettre en couple avec une haïtienne. C'était impossible. Elle ne pouvait pas, elle ne devait pas être en couple avec lui, mais lui, il l'aimait d'amour fou. Il surkiffait ma mère. On a vécu toutes ces violences. Quand on sortait, il nous lançait des pierres, il nous lançait des bouteilles d'eau. C'était vraiment hyper violent. À chaque fois que j'avais envie de répondre à ces violences qu'il nous faisait, à chaque fois que tous mes frères avaient envie de répondre à ces violences, ma mère nous disait non. Elle avait très peur parce que, étant donné qu'elle n'avait pas encore les papiers, ils appellent la gendarmerie parce qu'eux, ils sont nés ici, ils vont l'expulser, patati, patata. Du coup, c'était tu acceptes et tu te tais. Il fallait que je m'exprime quelque part, mais j'avais nulle part où m'exprimer. Je ne pouvais pas à l'école, bref. Et un jour, quand j'étais au collège, mon grand frère était au lycée, à Gaston-Monnerville, à Kourou. Je l'ai vu sur scène, je l'ai vu jouer un spectacle. Il incarnait un roi quelque peu gentil et très, très violent par moments. Et je voyais vraiment tout le monde. Soit les gens rigolaient, soit les gens écoutaient, soit les gens étaient outrés, mais les gens se taisaient. Je me suis dit, j'ai envie d'être à sa place là, j'ai des choses à dire.
Et j'ai l'impression que dans ce monde de brut, en fait, il n'y a que sur scène qu'on va m'écouter. Et j'avais raison. En- Au jour d'aujourd'hui, on ne m'écoute pas que sur scène, mais quand je suis sur la scène, l'écoute que le public me donne, je trouve ça juste extraordinaire. Le temps d'un instant, j'ai l'impression de planer juste en faisant un spectacle. Je me suis inscrite dès mon entrée au lycée en option. Et après, j'ai pris littéraire, spécialité théâtre. Et plus je faisais du théâtre, plus je me sentais vivant, plus je me sentais en connexion avec moi-même, plus je me sentais écoutée, plus je me sentais aimée, plus je m'aimais, m'appréciais et me comprenais. Là, je me suis dit, ah, tu peux pas vivre sans le théâtre, Mathilda. Mhm. Et ton frère, il en fait toujours à l'heure d'aujourd'hui ou... Non, aujourd'hui, il n'en fait pas du tout. Il fait complètement autre chose. Mais c'est quand même lui qui a mis en moi cette envie de, de brutaliser le monde, mais artistiquement parlant. Je vois. Et entre ce moment où tu découvres que tu aimes le théâtre, que tu aimes la scène, que c'est un espace d'expression pour toi, Mm. et le moment où tu décides d'en faire ton métier, qu'est-ce qui se produit? Au moment où je découvre vraiment la scène, un espace d'expression, j'avais toute ma famille derrière moi. Ils étaient Mhm. tous vraiment, ah, mais c'est trop cool, tu joues trop bien. Ils adoraient venir regarder le spectacle, ils me filmaient, ils étaient morts de rire. Ma mère mettait sa plus belle tenue, vraiment. Et c'était le jour où on pouvait ne pas aller à l'église le dimanche. Quand je n'aimais D'accord. pas trop ça, quand on jouait les samedis, on pouvait ne pas aller à l'église le dimanche. Ah, mes filles sont fatiguées, tout ça, elles peuvent se reposer. Mhm. Je pense qu'il y avait tout cet accompagnement, tout cet amour, parce qu'elle se disait, en fait, c'est un passe-temps. Ça va lui passer, parce qu'elle voyait plus grand, d'après elle, pour moi. Et je me suis vraiment posé la question de, elle a fait tout ça pour moi, pour nous en général, elle nous a mis ici en Guyane. Qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je vole vers ses rêves ou est-ce que je vole vers mes rêves? Qu'est-ce qui était le plus important? Est-ce qu'en suivant mes rêves, l'amour qu'elle ressent pour moi sera moindre? Quel est le meilleur choix? Parce que moi, ma mère, j'ai un amour incommensurable pour elle. Je l'aime d'amour. Même le mot aimer, je trouve ça trop faible pour Mhm. définir ce que je ressens pour elle. C'est beau. Du coup, c'était extrêmement important pour moi de faire quelque chose qui était en rapport avec elle. Mais il y a aussi pas mal de choses qui tournent autour. J'ai vécu pas mal de choses sous son toit, où elle était présente, elle était là, où plus je grandissais, plus je me rendais compte que malgré tous les cadeaux, tout l'amour, tout l'argent qu'elle donnait, il me manquait des choses extrêmement importantes. Il me manquait son écoute. Elle montrait son amour par beaucoup de bien, mais pas par de la tendresse. Aujourd'hui, ça a changé. Je l'ai mis, maintenant, quand je la vois, je la fais un câlin. Et de plus en plus, bisous ma fille, je t'aime, tout ça, vraiment, elle Mhm. rentre dans ce truc. J'en ai discuté avec mon grand frère, le plus grand. Il m'a vraiment dit, Mathilda, tu as 18 ans, tu es majeure, tu es vaccinée. Si tu restes à écouter ta maman, tu feras jamais ce que tu aimes. Elle va jamais comprendre. À un moment donné, il faut qu'elle te laisse voler de ses propres ailes. Il m'a vraiment dit, vole. Si tu échoues, c'est pas grave. Tu reviendras. De toute façon, elle t'acceptera les bras ouverts. Elle sera contente. Ah, j'avais raison. Alors que si tu réussis, tu réussiras pour toi-même. Tu seras fier de toi-même. Et après, il m'a enlevé de la garde de ma mère. Il m'a amené à Cayenne pour faire l'université. Il m'a dit là, déjà, tu es juste à 1 heure de route, mais déjà, tu es loin d'elle. Tu vas pouvoir réfléchir pour toi-même à l'université. Et là, je me suis rendu compte au lieu de partir en métropole, parce que à la fin du lycée, j'ai postulé dans beaucoup d'universités d'art. J'étais acceptée dans toutes les universités d'art pour aller faire du théâtre ailleurs. Ok. Est-ce que je la laisse? Parce qu'elle a du mal à abandonner, à laisser partir les enfants. Est-ce que je la laisse ou est-ce que je fais autre chose? Je ne suis pas partie en métropole, je suis partie à Cayenne faire une licence d'AES. Honnêtement, je me faisais chier. Mhm. C'est là, ah, c'est bien, il y a la partie entrepreneuriale qui me plaisait bien. Jusqu'à ce qu'ils ont sorti justement la première promotion du DUPMA, diplôme de formation au métier d'acteur, d'actrice, à Saint-Laurent-du-Maroni, avec justement l'université de Guyane. Tous mes proches m'ont envoyé des messages, mes profs de théâtre. Il y a une licence qui s'est ouverte de théâtre. Il y a une licence à Saint-Laurent. Vas-y, dépêche-toi. Beaucoup autour de moi croyaient beaucoup en mon art. Et enfin, je dirais pas que ma mère ne croyait pas, mais elle ne voyait pas ça en C'est pas métier. ça qu'elle voulait pour Voilà, elle toi. voyait pas ça en métier d'avenir. Et la formation était très coûteuse, c'est 14 000 euros, même si Quand même. voilà. Il fallait payer seulement 700 en avance, après on pouvait payer en plusieurs fois ou avoir des structures. Et sauf que les 700 étudiantes, je ne les avais pas. Du coup, je avais parlé à mon frère, qu'est-ce que tu en penses? C'est le théâtre, tu m'as déjà vu jouer. Il a dit, ah, toi, tu vas jamais arrêter hein, de m'emmerder. J'ai dit, mais oui, tu sais déjà. Il a dit, si c'est vraiment ce que tu veux, je paye la première partie, il n'y a pas de souci. Mais tu as intérêt à réussir. Hein. Je ne veux pas te voir m'appeler en pleurant, tu veux revenir à la maison. Je dis, ok, vas-y. Et je suis allée, je me suis vraiment retrouvée genre, dans un autre univers. Vraiment, j'ai rencontré l'art.
j'ai rencontré le théâtre, j'ai rencontré mes faiblesses. Je me suis rendu compte en fait que j'avais très peu de connaissances, Théorie. j'avais très peu de théorie et vraiment la pratique, c'est autre chose. Quand tu travailles avec deux monuments comme Evelyne Guillaume ou Serge, parfois je comprenais pas qu'est-ce que je faisais là. J'étais là, tu as fait ton frère payer, tu vis au rythme de Doliprane et Energy Drink, je devais avoir plusieurs boulots différents pour payer mon logement. Est-ce que parce que tu rencontres un auteur, Tchekhov, mon Dieu, c'est un auteur qui est tellement dur à jouer. Et là, vraiment, je me suis vraiment retrouvée la mise en abîme de moi-même. Et ça parlait de feu, d'une femme qui prend feu, des maisons qui prend feu, d'une femme qui brûle tout. Depuis toute petite, j'ai envie de tout brûler. Et là, quand je suis sur la scène, je n'arrive pas à tout brûler. Je n'arrive pas à exprimer le fait de tout brûler. C'était extrêmement dur pour moi. C'est un moment où j'ai failli abandonner. Mais après, j'avais toujours la petite voix de mon frère dans ma tête. Tu ne peux pas échouer parce que tu sais que tu as les talents qu'il faut. Et puis, Ton frère, ce guide spirituel depuis le début finalement, qui t'a poussé, etc. C'est beau quand même. Ça m'intéresse cette licence. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on apprend en licence de théâtre et d'art dramatique, c'est ça oui, oui, oui. Quels sont les enseignements? On apprend beaucoup de choses, je dirais. Trop de choses pour le peu de temps. Parce que c'est seulement en 2 ans. C'est 2 ans, mais tu as quand même une licence à la fin. C'est pas une licence, excuse-moi, c'est un prépa. Ok. Prépa, où vraiment, je comprends le terme prépa. T'es obligé d'être carré, trop carré quelque part. Ouais. On a eu une prof de chant qui nous a appris genre, à chanter, à contrôler nos cordes vocales, à se rendre compte qu'il y a des petites ficelles partout dans le corps quand tu parles, quand tu chantes, pour projeter la voix, pour respirer. Vraiment, c'est hyper important. On a fait 2 semaines de cirque, l'art circassien, savoir monter sur les choses, savoir faire les trucs là où tu te retournes sur ton corps, là. Des galipettes, mais faut savoir se retourner, bref. Prendre possession de son corps et rendre le corps un peu plus élastique, un peu plus chorégraphique. C'est important pour occuper la scène. Occuper la scène, pour avoir de la prestance sur la scène. Muriel Merlin, on a fait de la danse, 2 semaines de danse. Hyper intense, de la danse contemporaine. Tu soulèves le corps, tu transmets l'émotion. Là, contrairement à quand tu es sur la scène, à travers la voix, on transmet l'émotion. Alors que la danse, c'est à travers le corps que tu transmets l'émotion. Et après, on a fait de la dramaturgie, de l'art dramatique aussi, avec... j'ai oublié son nom, mais c'est un auteur qui vient d'Espagne. On a vu les auteurs comme Tchekhov. On a déconstruit ces auteurs-là. On a vraiment lu leurs œuvres, joué leurs œuvres, réinterprété leurs œuvres et après mettre en scène. Avec lui, on a fait Tchekhov et on a fait Roméo Juliette. C'était la première fois que j'ai joué Juliette. J'avais toujours rêvé de jouer Juliette depuis que j'étais petite. C'était trop bien. C'est la première fois que je faisais un bisou, un faux bisou sur scène et tout. Magnifique. C'est trop bien. J'ai beaucoup aimé surtout le côté art dramatique parce que interpréter après avoir lu, tu réfléchis pas vraiment à la dramaturgie, au scéniquement parlant, tu réfléchis pas à ce que tu fais. Et après, tu le mets en scène, tu vas réfléchir, telle phrase, je vais me poser là. Mais ce sont 2 métiers différents, non? Tu peux écrire, tu les interprètes et tu peux aussi les mettre en scène. Toi, tu fais tout ça aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je fais tout ça parce que je déteste la routine. J'aime beaucoup le fait de toucher à tout et de me dire, si là, aujourd'hui, le fait d'être sur la scène, ça me gonfle, ben, je vais enseigner. Si le fait d'enseigner me gonfle, ben, je vais écrire. Si le fait d'écrire me gonfle, ben, je vais filmer. Du coup, je change. Mais c'est vrai que c'est 2 métiers différents. C'est pour ça, d'où l'importance où j'aime vraiment préciser professeur d'éloquence, intervenante artistique, professeur de théâtre. C'est vraiment des bases qui sont extrêmement différentes pour moi. Est-ce qu'il y a une dominante dans tout ça? Quelque chose que tu préfères faire? Oui, je préfère intervenante artistique. Ok. Parce qu'intervenante artistique, en fait, je peux mettre professeur de théâtre dedans. Quand j'interviens, les profs m'expliquent la problématique de la classe. Je discute avec les élèves un peu. Je me dis, bon, qu'est-ce que tu pourrais faire pour cet élève? Est-ce qu'on va écrire un texte ensemble, après il va lire ce texte à la classe, au professeur, s'il a besoin de faire passer un message? Ou est-ce qu'on va faire une pièce de théâtre avec cette classe? Ça peut être plusieurs séances dans l'année ou dans le mois. C'est vraiment moi qui décide de la manière que je veux pour régler en fait les soucis pour lesquels on m'appelle. Tu me parlais hier de forum de Théâtre forum. Théâtre forum, voilà, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept, de quoi il s'agit et comment tu le mets en œuvre avec les élèves avec lesquels tu interviens? Oui. Alors le théâtre forum, c'est un théâtre qui a été inventé, écrit par Auguste Boal, un interprète dramaturge brésilien. Moi, j'aime bien appeler ça théâtre de l'opprimé. C'est un théâtre vraiment où on donne la parole aux opprimés de la vie. On met aussi en place l'oppresseur, mais on donne vraiment la parole aux opprimés et on donne aussi l'opportunité à ceux qui écoutent, à ceux qui regardent la pièce, de changer les choses. Mais là, vraiment, c'est interactif. Voilà, c'est hyper interactif. En tant que spectateur, en tant que public, tu as le droit de dire stop, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Et tu montes sur la scène, tu déguerpis le comédien qui fait la chose dont tu n'es pas d'accord. Et là, en fait, tu nous proposes différents modes de résolution pour le problème. Ok.
Comment tu évalues ton intervention après être allé dans une école pour une problématique en particulier, et cetera? Comment tu peux savoir l'impact que ton intervention a eu sur les jeunes? Il y a plusieurs critères. Premièrement, c'est selon le nombre d'élèves qui viennent me voir à la fin de la Mmh. séance. Souvent, après chaque séance de théâtre forum, il y a des élèves qui vont venir me voir. Madame, est-ce que je peux discuter avec vous et tout? Et ils me parlent de certaines problématiques qu'ils vivent, en fait, qu'ils n'osent pas dire. Et là, ils osent enfin le dire à quelqu'un d'extérieur. Et moi, en tant que personne extérieure du collège, du lycée, je vais aller voir les personnes concernées. Enfin, c'est pas l'élève qui agresse, je vais aller voir soit responsable harcèlement, soit directrice. Bref, je vais aller voir la personne concernée pour dire à tel élève qui m'a parlé de cette façon-là. Donc là, je me dis, ah, quelque chose a été compris, le message a été passé. Et souvent, c'est la réaction du public, la réaction des élèves. Souvent, quand on va faire le théâtre forum ou juste que je vais jouer, j'y vais, je joue le spectacle, je regarde vraiment la réaction des élèves. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont se renfermer, il y en a qui vont se moquer aussi. Tous ces sentiments-là, je vais vraiment aller vers les personnes que je trouve qui s'enferment le plus. Si je vois que tu te moques de moi, je suis en train de jouer le spectacle, je vais m'approcher de toi là, je te parle à toi. Soit ça va te mettre dans une situation où tu vas oser dire les choses, où tu vas oser oser ressentir, en fait, faire apparaître l'émotion que tu ressens réellement. La grande majorité du temps, quand les élèves rigolent, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas pleurer. Ils ne veulent pas qu'on ressente ce qu'ils ressentent C'est un réellement parce qu'ils... mécanisme de défense. Exact, voilà, un mécanisme de défense. Ils ont pas l'habitude, en fait, qu'on leur dise c'est OK, en fait. Tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de te faire chier, en fait. Tu as le droit d'être en colère. C'est OK. Il faut juste... Il y a des moyens d'exprimer ces genres d'émotions-là. Et d'autre part, je regarde souvent quand je vais jouer, c'est incroyable. À chaque fois, je suis étonnée. Il y a des élèves, en fait, qui s'élèvent, qui sortent avant même la fin du spectacle. Ils sortent, ils et elles vont dehors. Et après, ils reviennent en classe. Et le dernier moyen, c'est les profs, en fait, après, qui m'envoient un message. Ah, merci pour votre intervention, madame. Plusieurs élèves sont venus dans nos bureaux pour parler, pour dire il y a telle problématique, il y a tel souci. Et encore merci. Parce que quand tu y vas, tu sais qu'il y a un problème, mais tu ne sais pas qui sont les éléments Problématique. problématiques dans Oui. la classe, et cetera. Oui. Non, c'est rare que ça dépend. Quand c'est pour faire du théâtre forum, le théâtre de l'opprimé, je ne veux pas savoir Mhm. qui pose problème à qui. Parce que parfois, il y a des grosses surprises où c'est les oppresseurs qui jouent le rôle d'opprimés. Mhm. Et après, d'autres surprises où c'est les oppresseurs qui jouent même les oppresseurs et les opprimés qui jouent les rôles d'oppresseurs. C'est incroyable de voir à quel point, dans le théâtre, les opprimés sont oppresseurs, mais d'une manière extrêmement effrayante. Alors que dans la réalité, c'est les opprimés de la vie qui se referment sur eux-mêmes, sur elles-mêmes pour éviter en fait de se faire tabasser tous les jours et qui acceptent des choses. Mais quand on me dit viens jouer un spectacle sur la violence, sur le sexisme ou sur l'homophobie, là je demande, je dis quel élève, quelle classe, quels sont les propos qui ont été dits. Vraiment, je veux qu'on me fasse un compte-rendu de tout. Une fois que j'arrive, je sais que je peux potentiellement changer les spectacles que je vais jouer, ressortir dans le spectacle les propos qui ont été utilisés, leur envoyer Mmh. leurs mots sur la scène, ou tout simplement, pendant l'échange après le spectacle, ressortir avec eux tel et tel propos. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, si je te traite Ils aiment beaucoup utiliser ce mot que je déteste, PD. PD, pour eux, ça veut dire gay, alors que c'est pas du tout. Quand on reprend bien le terme PD, à quel moment ça a été utilisé, comment ça a été utilisé, pourquoi ça a été utilisé, PD, ça ne veut pas du tout dire gay. Donc, voilà, je le reprends avec eux. Toi, là, et si je te traite de PD, qu'est-ce qui se passe? Ah, madame, je vais vous taper. Ok, viens. Non, Mmh. mais c'est parce que je voulais dire, madame, vraiment, Mhm. dans ce truc de leur mettre face à leur violence, face à leurs insultes, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, une fois que je t'ai donné l'insulte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu viens vraiment me frapper? Est-ce que ça t'a vraiment blessé? Ben oui, madame. Ben, tu vois, c'est pareil. Quand tu dis ça à telle personne, ça le blesse aussi. Essaye de penser, de réfléchir à ce que cette personne-là ressent. Ça fonctionne pas toujours. Il y en a, ils sont déter dans leur violence. Ah, c'est comme ça. On m'a élevé comme ça. Nanana, C'est dur nanana. à déconstruire. Ah oui, c'est extrêmement dur à déconstruire. Même si j'arrive quelque part à un peu déconstruire la mentalité de l'enfant, les préjugés, après, il va rentrer chez lui. Il va retourner dans son quartier ou avec, parfois, c'est même les proches, les parents qui introduisent ces stéréotypes dans la tête des élèves, dans la tête des enfants. C'est pour ça que pour moi, c'est important que les interventions soient sur plusieurs jours, tu vois, sur un mois, plusieurs séances. C'est pas juste une séance. Comme par magie, tu es comédienne, tu travailles dans l'art, tu es présidente d'une association LGBT, donc tu sais, bon, tu as tous les clés, tu vas aller le voir, tu vas dire, ah, ça c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça, et tout va entrer. Non, ma copine, je n'ai pas de pouvoir magique, c'est vraiment petit à petit que les choses se font.
Ça me donne une belle transition, là, ce dont tu viens de parler. Le fait que tu sois présidente d'une association qui lutte pour les droits des personnes LGBT en Guyane. Ça s'appelle Liana Colors. 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 Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton engagement pour cette cause-là? Qu'est-ce qui fait que ça te touche particulièrement et que tu sois aujourd'hui présidente d'une association qui œuvre pour ça? Pourquoi est-ce que ça me touche énormément? Parce que déjà, je fais partie de la communauté LGBT. Il m'a fallu du temps, en fait, pour l'accepter, pour l'assimiler, pour vivre avec et pour le vivre à la vue de tous. Pendant longtemps, en fait, je me suis crue hétérosexuelle. Et j'ai grandi dans une famille évangéliste, donc tout le monde va à l'église. Déjà, le théâtre, tu peux pas faire du théâtre quand tu vas à l'église pour eux. Et en plus, tu es LGBT. Ouais, toi, t'abuses. Ah, ma copine. C'est pas possible. Il faut choisir. Ah oui, vraiment, il faut choisir. En vrai, le seul choix, c'était soit tu es loin de ta famille, ou soit tu vas à l'église. En fait, tu vas être marié avec quelqu'un de l'église, tu vas avoir des enfants tôt. Ça, c'était pas pour moi. D'accord. Très jeune, tu t'es rendu compte de ça ou pas? À quel moment? Non, pas très jeune, vraiment pas. Enfin, jeune, mais pas si jeune que ça. Je savais que j'étais un peu perdue, que j'étais pas à ma place. J'en ai eu des petits copains, et il y en a avec qui ça s'est plutôt bien passé, et d'autres non. Mais je ressentais que je me lassais vite. Je ressentais le petit étincelle du premier baiser, quand on faisait l'amour pour la première fois. Mais après, juste la vue de la personne m'énervait. La personne ne faisait rien. J'ai pas envie de te voir là, j'ai pas envie de passer du temps avec toi, mais la personne ne faisait rien. Souvent, ils étaient très chauds. J'avais des musiciens, des guitaristes, ils étaient vraiment très chauds, mais j'étais là. Et quand j'étais au lycée en terminale, comme j'étais en littéraire, on était des gens très marginaux. Très souvent, on faisait des jeux. Le jeu, c'était faire un smack. On a tous joué à ça. Ouais, voilà. Pour déranger le monde, pour déranger un peu le public. Mais moi, je faisais jamais les jeux parce que j'ai jamais aimé qu'on me touche. Et un beau jour, je me suis dit, bon, Mathilda, arrête de faire la meuf, accepte. Et c'était une fille qui m'a fait mon premier smack. J'étais toute gênée, j'avais chaud, c'est agréable, hein. C'est agréable, et j'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti avec d'autres hommes. Et après, je me suis inscrite sur des sites, sur des réseaux pour rencontrer d'autres femmes. Je rencontrais d'autres femmes. Ça t'a pas fait peur? Quelque part, ça m'a fait peur, mais j'ai toujours été très têtue. Malgré le fait que j'aime beaucoup ma mère, mais quand je ressens un petit truc, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, quitte à me dire, ah, mais tu t'es trompée, je vais souffrir, mais au moins je me dis, en fait, cette souffrance-là, je la connais. Quand je vais le vivre dans le futur, je me dis, ah, mais tu l'as déjà vécu, donc tu sais que tu peux ressortir de cette souffrance, tu sais que ça va aller. Je me suis laissée tenter, et après là, je me suis rendu compte que, enfin, je me suis dit, ah, mais t'es bisexuelle. C'est pas pour autant que j'aime moins les hommes, mais je peux pas passer beaucoup de temps avec eux. Ils m'énervent. Ouais, il faut grave de ça. Je suis hétérosexuelle et il faut doser aussi. Voilà. Dosons. Merci, on se comprend. Et je vais pas mentir, parce qu'il faut dire les choses, moi j'ai pas de tabou avec le sexe. Je suis une passionnée du sexe. J'aime vraiment le sexe. Et le sexe avec une femme, oh my God. Il n'y a même pas besoin de se déshabiller. Alors qu'avec un homme, il y a certaines choses qu'il faut faire. Et il y a certaines choses que je retrouve chez la femme que je ne retrouve pas du tout chez l'homme. Je suis plus lesbienne que bisexuelle. Donc aujourd'hui, tu te qualifies comment alors? Je me qualifie en tant que pansexuelle. C'est quoi la pansexualité? En fait, c'est le fait d'être attirée par le psychisme d'une personne, par l'intellectualité d'une personne. Je ne m'attache pas à un physique, je m'attache vraiment à ce qu'on partage ensemble une conversation. Peu importe le genre. Peu importe les gens, peu importe la sexualité. D'accord. Et depuis justement que j'ai découvert que j'étais pansexuelle, je me suis engagée. J'ai cherché pour trouver une association à Saint-Laurent. J'ai trouvé Yana Colors. J'ai découvert une personne, Pamela Labadi, franchement, qui est incroyable. La première présidente de l'association Yana Colors. Je le remercie vraiment d'avoir fait ce grand pas pour l'humanité de Saint-Laurent. C'était trop... Nous sommes là aujourd'hui car ce soir, on organise un apéro LGBT avec l'association Yana Colors afin de créer quelque chose de vivant, quelque chose de festif pour les personnes issues de la communauté LGBT à Saint-Laurent, car on réalise qu'il n'y a pas grand-chose. Avoir une association locale. Voilà. Sur Saint-Laurent, ils voulaient vraiment créer une association qui soit guyanaise, créée par des gens de Saint-Laurent. Ce qui en est ressorti, c'est que les gens voulaient plus d'espace, de visibilité, les gens voulaient s'exprimer et ne plus avoir peur. Parce qu'on ne va pas se l'avouer, l'homosexualité reste quand même assez tabou dans la société guyanaise. C'est bien, j'adore mettre des claques comme ça au monde. Je trouve que c'est une belle claque qu'elle a mis
dans tout ce qui est tabou à Saint-Laurent. Magnifique. Et j'ai d'abord commencé en tant que bénévole, membre du CA. Juste, quelles sont les missions exactement de Yana Colors? C'est vraiment de la sensibilisation, lutter contre l'homophobie et faire des interventions dans les écoles, dans les établissements, tous niveaux confondus. On fait des interventions des IMS, on essaie de créer des zones safe en organisant des soirées LGBT. On a des ateliers lecture, on a justement du théâtre forum. C'est moi qui donne les cours avec les professionnels de santé. Donc ton métier d'intervenante artistique, tu l'exerces aussi dans le cadre de cette association ou c'est deux choses complètement différentes? Comment dire, j'ai mon métier d'intervenante artistique et je suis payée pour ça, mais je suis enseignante d'art dramatique. Je me sers de toutes les cordes que j'ai à mon arc en tant que bénévole de l'association pour quand même l'utiliser au plus grand public. Parce que malheureusement, il n'y a pas grand monde qui le fait au jour d'aujourd'hui. Et les profs, la grande majorité des profs à Saint-Laurent sont des profs qui viennent d'ailleurs, qui ne comprennent pas forcément la problématique des Saint-Laurent. Ce n'est pas vraiment des problèmes, mais qui ne comprennent pas les différences qu'il y a à Saint-Laurent, les différences culturelles, et qui n'utilisent pas forcément les bonnes méthodes d'enseignement, de compréhension du psychisme et des émotions des personnes en vivant à Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc, aujourd'hui, tu es devenue présidente de cette association. Oui. Comment ça s'est passé? Il faut savoir, comme j'ai l'habitude des écrans, de parler en public, d'être sur la scène, d'être face au public, presque à chaque fois qu'il y avait des apparitions publiques, c'est moi qui faisais, quasiment tout le temps, c'est moi qui faisais ces apparitions publiques-là pour parler des missions justement de Yana Colors, de ce que nous faisons. Parce que tu es éloquente. Merci. Et du coup, à force, je suis devenue un peu l'image de l'association. Quand l'ancien président là a dû quitter la Guyane, il m'a proposé. Et d'abord, j'avais dit non, hein, parce que je déteste les paperasses administratives et je voulais pas me retrouver plongée dans des paperasses administratives. Mais en même temps, tout le monde m'encourageait à y aller. Je sais que tu as grandi ici, tu as été enfant, tu as eu un beau-père Bushinengue. On est en plein dans la culture. J'ai vraiment ce mélange culturel qui fait que je comprends les choses beaucoup plus rapidement que les autres membres qui sont dans l'association. Non pas qu'ils ne comprennent pas, mais il y a ces petits trucs de... Moi, je suis une grosse fêtarde. Du coup, quand je vais en soirée, je vois un DJ qui mixe bien, je vais lui demander son contact, tout ça. Je sais que c'est des choses dans l'avenir, je ne sais pas pourquoi, mais qui va me servir. Au jour d'aujourd'hui, ça me sert de ouf. Quand il faut avoir un DJ, quand il faut avoir un lieu, c'est qui a fait qu'il m'a dit ouais, c'est toi qu'on a besoin, vas-y, Mathilde. Ok. Je suis fière d'avoir pris l'association et depuis, du coup, je suis présidente. Je trouve que quelque part, ma mentalité a changé. Il est d'autant plus important pour moi de mener la cause. Et est-ce que tu sens un changement? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de tolérance vis-à-vis de la communauté LGBT à Saint-Laurent, peut-être après plus globalement en Guyane, mais comment toi tu le sens évoluer cette problématique-là? Je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait très peu de temps que l'association existe, mais je dirais quand même qu'il y a un changement. Depuis, avant que l'asso existe, il n'y avait pas vraiment d'intervention sur le terme de l'homophobie dans les écoles, dans les établissements. Le fait d'avoir des personnes qui osent en fait, qui osent montrer leur identité sexuelle, leur orientation sexuelle. En fait, quelque part, ce n'est que mon avis, mais je trouve que beaucoup plus de profs, d'enseignants, des structures sont ouvertes pour faire appel à ces personnes-là. Je trouve qu'il y a honnêtement, beaucoup trop de profs, beaucoup trop d'enseignants, beaucoup trop de structures qui ne disent pas haut et fort que l'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit qui est puni par la loi. Il faut le dire honnêtement aux élèves afin qu'ils puissent bien se dire dans la tête, en fait, non seulement tu agresses quelqu'un, mais en fait, en plus, tu ne respectes pas la loi. Tu interviens sur des sujets quand même touchy, on va dire. L'éducation sexuelle, finalement, on sait au niveau national que beaucoup de questions se posent sur ce sujet-là. Ils travaillent sur des programmes d'éducation sexuelle affective à l'école. Et il y a des réfractaires à ce type d'enseignement à l'école. Certains disent que ce n'est pas le lieu. Et du coup, il y a aussi certains parents qui s'opposent. Comment se positionnent les parents vis-à-vis de ce que tu fais? En plus, c'est ta question, c'est très pertinent, en fait, comme toutes tes questions. Mais ça me rappelle... Ça me rappelle un événement qui s'est passé en plus récemment. Dis-moi. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la communication, en fait, d'expliquer aux parents pour quelles raisons je fais tel sujet. Parce que la plupart de mes élèves sont mineurs et il y a des sujets, je ne préfère pas juste « Ah, mais j'aborde ça, je mets en scène sans prévenir les parents ». Faut arrêter. Faut arrêter, même si beaucoup de personnes vont dire « Ah, c'est culturel, c'est des Bushinengue, sa mère ne va pas comprendre, c'est pas la peine de lui dire, tu fais... » Non, 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 il n'y a pas une question de c'est Bushinengue, il n'y a pas une question de culture, peu importe la culture, peu importe la couleur de peau de l'enfant, peu importe la couleur de peau du parent de l'enfant. En fait, je demande à chaque parent, en fait, je vais faire tel spectacle avec votre enfant, est-ce que ça vous va? Je n'ai heureusement eu aucun retour négatif pour le moment de la part des parents. Alors que j'ai déjà mis en scène pas mal de spectacles où il y a pas mal de colère qui sort, il y a pas mal des choses dites tabous. Les parents sont
sont au contraire très fiers de leur enfant, très fiers de voir que leur enfant joue, et toute culture confondue, bien sûr. Sauf, il y a peu de temps, je donne des cours avec le théâtre Kokolompo à Saint-Laurent-du-Maroni à des tout petits et des ados, entre 12 ans et 18 ans pour la plupart. Du coup, avec ces ados que j'accompagne actuellement là, le thème du spectacle, il y a de l'homophobie, il y a de l'inceste, il y a de la tromperie. Donc, je sais que c'est pas évident, mais ils sont d'une maturité, d'une mentalité énorme. Et c'est vraiment multiculturel, c'est mélangé. On a des métros, on a des métis, on a des Bushinengue, on a des Amérindiens. D'abord, j'en ai parlé aux structures qui m'accueillent. La façon dont ils ont accueilli la chose, ah mais c'est des choses de la vie de tous les jours qu'on voit, sauf que moi, je ne reçois pas comme ça. Et j'ai envoyé un message sur le groupe des parents. J'ai dit, est-ce que vous pouvez venir 5 minutes avant le cours de théâtre? Je dois discuter avec vous. Tous les parents viennent, sauf un. Je discute avec les parents rapidement. Alors, on va mettre en scène tel spectacle. Ça parle de viol, donc votre enfant va être en position de victime. Il va être aussi en position d'agresseur. Et il y a des parents qui sont vraiment là, ok madame, il n'y a pas de souci, franchement, peu importe ce que vous mettez en scène, mon enfant, quand il vient de vous voir, il est super heureux. Quand il rentre à la maison, il est super heureux. Madame, faites ce que vous voulez. Ça, c'est cool. Sauf qu'il y a un parent que j'avais du mal à voir. En fait, cette petite fille, elle a beaucoup de violence en elle. Énormément de violence. Je fais beaucoup d'exercices d'écriture improvisée. Là, vous avez 5 minutes, écrivez-moi quelque chose, ce que vous voulez. Pédophile, pédophile. Vraiment, dans ces textes, ça répétait encore et encore ces termes. Comme c'est l'un des personnes phares du spectacle, je lui ai donné un exercice. Tu rentres chez toi, tu m'écris le monologue. Après, tu m'envoies le monologue. Sauf qu'elle est rentrée chez elle, elle a écrit le monologue. Elle avait énormément d'insultes à rejeter. Toi qui as fait ci, toi qui as fait ça, pédophile, rentre chez toi, je veux le divorce. Vraiment, son texte, il y avait énormément de haine, énormément de colère. Sauf qu'elle a envoyé le texte dans le groupe des parents. Oui, dans le groupe des parents. Elle ne me l'a pas envoyé en privé. Et moi, au moment où j'ai reçu le texte, j'étais très occupée. J'ai juste envoyé, j'ai lu rapidement, j'ai envoyé merci pour ce témoignage. Genre, merci pour ce témoignage, ça veut dire que c'est du vécu. Enfin, je me dis, c'est pas du vécu, c'est vraiment, elle a juste suivi la consigne que je lui ai donnée. Sauf que le lendemain, quand elle revient en cours, je la vois très renfermée, très triste, très timide et tout. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Non, ma mère voulait pas que je sorte, elle m'a même frappée. Mon père est à la gendarmerie aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ton père est à la gendarmerie? Il me dit, oui, à cause du texte et tout. Je dis, ah! Et après, j'ai dit, donne-moi le numéro de ton père. J'appelle son père, j'essaie de lui expliquer. Voilà pourquoi elle a écrit tel texte, c'est moi qui lui ai dit. Tu vois, c'est pour ça que c'est important que les parents viennent aux réunions que je leur donne. Ça. Sauf que le soir même, à la fin du cours, le père est arrivé. Moi, je pensais que vraiment, il allait venir, il allait me défoncer. En plus, il arrive avec sa grosse moto hyper imposante et tout. Je suis là, qu'est-ce qu'il est? Il m'a appris en fait qu'il est pas en fait le père de la jeune fille. Il s'est mis en couple avec sa mère. Après, il a reconnu la fille et tout. En fait, c'est une petite qui, à son jeune âge, qui a vécu beaucoup de violence, beaucoup d'agressions. Et au jour d'aujourd'hui, il essaie petit à petit de l'aider à se reconstruire. Et le fait de voir ce texte et de voir que j'ai écrit merci pour ce témoignage, il s'est demandé, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Patati patata. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas qu'elle joue la scène. Ce n'est pas qu'il avait un problème contre moi. C'est qu'il avait peur que ça réveille certaines choses chez la jeune fille. Des choses qu'il tente en fait d'enfuir. À un moment donné, ça finira par sortir. Surtout que les violences que la jeune fille a vécues, c'était vraiment sur une longue période. J'expliquais, voilà l'objectif. Et elle est fière quelque part de porter cette parole. Elle veut jouer justement ce personnage. C'est elle qui représente la mère dans le spectacle. La mère qui a 2 enfants qui se font agresser. Elle a dit, je veux jouer ce personnage, je veux défendre cette jeune fille. Je veux, voilà comment je réagirais. Je veux divorcer avec mon mari. Je veux aller à la gendarmerie. Je veux. Je dis, ah ok, je comprends beaucoup mieux madame, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est les seuls retours dits négatifs que je pensais avoir, mais c'est vrai, c'était vraiment plus de peur que de mal. Tu écris aussi. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton processus d'écriture. Est-ce que tu n'écris que des pièces de théâtre? Est-ce que tu écris d'autres choses? Et comment tu t'y prends, tout simplement? J'ai du mal à me cantonner à une seule façon d'écrire un seul art. J'écris peu de longs métrages, mais j'écris aussi des longs métrages. De film, tu veux dire? Oui, de films. Ok, donc oui. Cinéma aussi alors. Oui, du cinéma. Enfin, il y en a une que j'écris depuis un moment que je n'ai pas fini, mais je suis en train de terminer le deuxième qui est une histoire vraie. Il y a des choses qui sont déjà sorties? Il y a des textes qui sont déjà sortis. Enfin, pas les bouquins, mais les textes, les slams, les poésies. D'ailleurs, je pourrais te lire un texte dont je suis assez fière. Ah, de fou. Mon premier texte que j'ai écrit, que je n'ai toujours pas fini, ça fait 4 ans que je l'écris. Pour un film, ça? Oui, ça c'est pour un film. En écrivant, j'avais l'impression de discuter avec ma feuille, discuter avec mon stylo, discuter avec mon ordinateur. Et je me suis demandé en fait, qu'est-ce qui m'a mis dans cette solitude-là? Ma solitude vient du fait que ma mère n'accepte pas que je m'éloigne. Là, je me suis enfin éloignée. Je sais qu'il ne faut pas que je l'appelle, sinon ça veut dire que je suis pas bien là où je suis. J'aurais pas dû m'éloigner. Si j'ai tout le temps besoin de l'appeler, tout ça. Je retranscris tout l'histoire que j'ai vécue avec ma mère. Mais c'est pas uniquement
ce que j'ai vécu avec elle, c'est la puissance avec laquelle je les ai vécues. J'ai refait nos conversations, refait nos disputes, mais vraiment la façon dont je les ai vécues intérieurement parlant. J'ai eu un plaisir fou à écrire les choses. Je me suis dit, il faudrait peut-être que tu te mettes à écrire des choses un peu moins longues. J'ai découvert le slam. Juste, tu mets un rythme, tu mets une musique et tu es là, ta. Puis j'écris, mais je n'arrive pas à écrire juste comme ça. C'est vraiment... Je marche dans la rue, je discute avec quelqu'un, j'entends une phrase, je me sens trop enfermée à l'université. Ah, enfermement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est enfermé? Et là, ça va me permettre d'écrire des rimes. C'est les choses qui t'entourent et que tu vis ou que les gens vivent qui t'inspirent et qui déclenchent Exactement. ce besoin d'écriture. C'est ça, que les gens vivent, mais aussi beaucoup les choses que moi je vis. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas trop ça. J'ai besoin de parler de moi en fait pour être en accord avec moi-même. Donc beaucoup de mes textes ont parlé de mes émotions. J'écris quand je vais mal, j'écris quand je pleure, j'écris quand je suis heureuse. Donc tu n'es pas dans la fiction du tout. Non, je suis très très peu dans la fiction. Et dans ce que tu consommes en termes d'art? Cinématographiquement parlant, j'aime bien les histoires pas vraies, j'aime bien les utopies, tout ça. Quand on parle de livres, j'aime beaucoup quand c'est réel. J'aime quand ça sort de l'ordinaire, quand c'est audacieux, quand c'est osé. Souvent, j'aime quand c'est violent, j'aime quand c'est doux, j'aime quand c'est intense, j'aime quand c'est sexuel. J'aime vraiment... au moment où j'ouvre le livre, c'est comme si l'humanité disparaît. En fait, il y a un ensemble de coups de gueule, de claques aux normes. J'adore foutre des claques aux normes. Est-ce que tu lis du théâtre ou tu lis des romans? Qu'est-ce que tu préfères? Je lis plus de romans que de théâtre. J'ai du mal, honnêtement, pour une comédienne, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire du théâtre. J'ai trop l'impression que ça impacte sur mon art. Et j'aime pas le plagiat. C'est bête de dire ça pour beaucoup de personnes, dans le sens où je suis une comédienne professionnelle, mais je suis une dramaturge en devenir. Je ne suis pas encore si connue que ça. J'aime déjà pouvoir poser mon identité. Donc, quand tu regardes mes élèves jouer, tu dis « Ah, ça, c'est Mathilda. Ça, il y a une chorégraphie de danse. Ça, c'est la mise en scène de Mathilda. » J'ai pas envie qu'on me dise « Ah, mais c'est du Tchekhov, ça. » Et je suis quelqu'un, je m'accroche vite à ce que je lis, à ce que je vois. Donc, si je lis du théâtre, ah, mais on va faire comme ci, on va faire comme ça. Je me suis déjà laissée piéger. Donc, Est-ce que tu peux nous parler du dernier livre qui t'a marqué, par exemple? Oui, le dernier livre qui m'a marqué et que je n'ai même pas encore fini, c'est Illégitime de Nasrin Saoui. Et que je Journaliste. suis journaliste. Qu'on adore. Ah oui, qu'on surkiffe. Ce livre, pour moi, c'est un voyage émotionnel, c'est un voyage identitaire et c'est vraiment... De quoi ça parle un peu rapidement? De Nasrin, de ses parents, en fait, qui sont venus chacun leur tour, justement en métropole, pour essayer de se reconstruire, offrir une nouvelle vie non seulement à leur fille, en fait, à Elle est Nasrin. maghrébine. Oui, voilà. Là, oui. Voilà, exactement. Elle montre vraiment, avec beaucoup de subtilité, la réalité dont ses parents se trouvaient affrontés, en fait. On doit se plier à telle façon de faire. Mais ce n'était pas tout le temps, on se plie à cette façon de faire. On sait qu'on peut montrer comme il le faut notre culture, là d'où l'on vient. Je ne l'ai pas encore fini, mais vraiment... J'aime beaucoup sa façon d'écrire, sa façon de montrer la réalité et surtout l'impact que ça a eu pour elle. C'est aussi cette histoire du parcours migratoire de sa mère, etc. Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai envie de le lire. Donc, ça en vaut le coup, franchement, ça en vaut le coup, vraiment beaucoup. Ok. Tu danses aussi. Tu fais énormément de choses, Mathilda. Tu danses aussi. J'ai vu que tu donnais des cours de danse afro. Oui. Depuis quand est-ce que tu danses? Et dans quel cadre tu donnes ces cours? J'ai vraiment toujours dansé. Pour moi, au moment où j'ai connu le théâtre, j'ai en parallèle connu la danse. À mes 18 ans, je commençais vraiment beaucoup à sortir en soirée avec mes potes. Avant, je ne savais pas du tout danser. Honnêtement, je me souviens de mon frère. Quand il voyait des gens danser à la télé sur Énergie, des trucs comme ça, je me jugeais. Ah, mais tu sais même pas bouger tes fesses, t'as des formes, t'es magnifique, tu sais pas danser. Et c'est vraiment, il se foutait de ma gueule. Je dis, ah, ça va, je vais apprendre. Vraiment, dès l'instant où j'ai ressenti cette liberté-là, je me suis vraiment mise à danser. Et plus je dansais, plus je sortais en soirée, plus je me sentais libre, plus je me sentais en accord avec moi-même. Là, jamais tu vas avoir un spectacle mis en scène par moi sans une chorégraphie de danse. Avec les élèves, il y aura toujours de la danse. Il y avait de plus en plus de personnes qui m'arrêtaient en soirée. Meuf, comment est-ce que tu fais ça? Montre-moi et tout. Je suis là, ah mais grave, ma go. Je me suis improvisée prof de danse et on bouge. Et ça fonctionnait vraiment automatiquement. En fait, je disais les positions qu'il faut avoir pour danser. Et je me suis dit, bon, plus que l'association Yana Colors a besoin de financement, a besoin d'argent, pourquoi pas mélanger l'art, pourquoi pas mélanger la danse à Yana Colors. Ah, donc là, c'est dans le cadre de Yana Colors. Oui, c'est dans le cadre. On retrouve tes cours. Exactement, c'est dans le cadre de Yana Colors. C'est à l'année, les gens payent 35 € pour toute l'année.
et ils ont des cours de danse 2 fois par semaine et bientôt ce sera 3 fois par semaine. On précise bien que c'est cours de danse pour la communauté LGBT et LGBT friendly. Tous ceux qui sont homophobes, tu sais que si tu peux pas voir un homme porter une jupe, tout ça, tu sais que t'es pas le bienvenu, quoi. Je veux direct te mettre à la porte parce que c'est pour une communauté visée. C'est comment la vie à Saint-Laurent-du-Maroni? Déjà, on va situer, pour ceux qui connaissent pas, on en parle depuis tout à l'heure. Là, c'est plutôt côté frontière avec Le Brésil. le Suriname. Oui, le Suriname. Le Suriname, Le Suriname. tu m'as- Non, Je me suis dit, oui. Ok, donc c'est côté frontière avec le Suriname. Donc c'est à l'opposé, enfin c'est loin de 3 heures de route de Cayenne, quand même. Toi, tu viens de Kourou, donc là, on est quoi, à 2 heures Oui, de Saint-Laurent? 2 heures. Tout dépend de la vitesse de C'est ça. roulage. Exact. Donc comment c'est la vie là-bas? Comment ça a été ce changement d'environnement pour toi quand tu as déménagé à Saint-Laurent-du-Maroni? Ça fait plusieurs années que tu y es maintenant. 7 ans. Ouais, quand même. J'appréhendais mais énormément le fait d'aller à Saint-Laurent. En même temps, ma passion était à Saint-Laurent, l'art dramatique était à Saint-Laurent. Il faut savoir qu'à une époque de ma vie, je me trouvais grosse, je me trouvais ronde, je me trouvais moche, je me trouvais vilaine. Et il y a mon grand frère, un autre grand frère du coup. Toujours un grand frère. Toujours. Qui m'a dit, mais personne ne te connaît à Saint-Laurent, meuf. Du coup, j'ai pris la voiture, j'ai pris la route avec ma grande sœur, Bereka Yerjo, qui est grande sœur de cœur, qui est dramaturge, très connue d'ailleurs, qui a fait pas mal de pièces, qui m'a accompagnée, qui a toujours quand même très souvent été là pour m'accompagner un peu dans tout ce que je fais dans la vie. Au moment où je suis arrivée, c'était très dur. C'était vraiment très, très dur. J'arrive dans une formation. On m'avait dit que la formation serait payée par des structures de l'État. C'est quand même 14 000 €. Finalement, non, ça ne va pas être payé. J'arrive, tous ceux qui sont là ont quelque part passé un casting. Vous étiez combien? On était à 11, on était à 12 à la formation. Elle existe toujours, cette formation? Oui, elle existe toujours. Le Covid avait mis un gros break, mais oui, elle existe toujours. Je commençais un peu à ressentir cette haine envers Saint-Laurent parce qu'il me fallait 5 boulots. Je me suis réinventée électricienne. J'étais électricienne. J'étais étonnée de ma vie. Franchement, je faisais des tableaux électriques mais vraiment pour payer. On m'a appris à faire des tableaux électriques pour payer mes études. Je vendais des churros à un moment donné en plein air. Il faut commencer par nous dire ce que tu n'as pas fait. Ça va aller plus vite. Vraiment, dans une journée, parfois, à 7 h, je me réveillais pour faire un tableau électrique avec mon patron. Je terminais à 11 h 30, je rentrais chez moi, je me préparais, il y avait un resto à côté, j'allais travailler dans le resto pour midi. De midi à 15 h, je travaillais dans le resto. Une fois que je terminais dans le resto, je rentrais chez moi rapidement pour me changer, pour être à 15 h 30 en ville pour vendre des churros en plein air. Une fois que de 15 h 30 à 18 h, je vendais des churros, 17 h 45. Une fois que j'ai terminé de vendre des churros, à 18 h, j'allais dans un resto, la brasserie de Toucan, pour être service dans ce restaurant jusqu'à 23 h. Parfois, c'était 3 fois par semaine comme ça. Parfois, j'ai raté des cours, mais heureusement, ils sont très compréhensibles. J'arrivais à rattraper ces cours-là en faisant des monologues, justement. Je me disais, je viens dans cette ville, en fait, pour souffrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours 4, 5, 10 vêtements différents dans mon sac. Je suis préparée à toutes les situations. Et c'est pour ça que tu as aussi 4-5 métiers, finalement, maintenant, encore aujourd'hui. T'aimes bien ça, t'as besoin de faire plein de choses en même temps. Bon, là, c'était alimentaire et nécessaire. Exactement. En plus des études, j'imagine. C'est ça, il fallait payer le logement. J'avais pas le droit de demander à ma mère de l'aide. Et honnêtement, pour dire vrai, je pense qu'elle le sait au jour d'aujourd'hui, je lui avais menti. Vraiment, je lui dis, je suis partie pour faire des études. Je vais être professeure, mais si je lui dis pour faire des études de théâtre, une fois qu'il y a eu Covid, je me suis retrouvée à être enfermée sans avoir tous ces boulots. Pendant Covid, hein, c'est bizarre dit comme ça. À connaître la ville, à apprécier la ville, à faire des rencontres. Les soirées qui ne devaient pas avoir lieu, qui ont quand même eu lieu pendant le Covid, tu vois, vraiment. Là, on rencontrait des gens, je rencontrais l'énergie de la ville. J'habitais au bord du fleuve, vraiment, j'avais le coucher de soleil, j'avais le lever de soleil. Vraiment, pendant 1 an, j'avais tout ça, mais je ne voyais pas tout ça. Et là, le fait vraiment d'avoir été enfermée à cause du Covid, je me suis rendu compte que Saint-Laurent, c'est beau, Saint-Laurent, c'est intense, Saint-Laurent, c'est pur. Je suis tombée amoureuse de cette ville. Tombée amoureuse, j'étais là, waouh, Saint-Laurent, je t'aime, Saint-Laurent, je te veux. J'ai repris les études, j'ai commencé petit à petit à abandonner un petit boulot par-ci. Et plus je mettais des petits boulots de côté, plus je me rends compte de mes potentiels. Je ne pouvais pas me permettre d'abandonner. Mon frère a placé trop d'espoir en moi, mes frères ont placé trop d'espoir en moi. Et j'avais envie de revenir en disant à ma mère, j'ai réussi. Mais malgré, tu vois, toute cette difficulté qu'il y avait autour, j'ai quand même rencontré des personnes hyper sincères, hyper en connexion avec moi-même, avec ma personne. Et
hyper dans le respect. Notamment Pamela Labedi, je ne cesserai jamais de prononcer les noms de cette personne. On a été en colocation pendant 4 ans. 4 ans sur 7 ans, c'est beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a fait partie de l'aventure de ma vie. Même si on ne se parle plus aujourd'hui, elle m'a beaucoup apporté. C'était extrêmement important. Même Myrmonde, je la connais depuis peu de temps. Myrmonde, qui fait les scènes slam de l'Ouest, je la connais depuis peu de temps, mais c'est un petit bout de femme qui est tellement caractérielle, qui a tellement de force, de puissance, qui fait tellement de choses pour Saint-Laurent, qui fait parler de Saint-Laurent, qui a une art mais énorme. Elle chante, elle slam, elle est actrice, vraiment. Toutes ces personnes-là, en fait. Et ma psy, je n'ai pas le droit de dire ça, non, mais ma psy, je n'ai pas honte, en fait, de dire que je vois une psychologue. Je pense que tout le monde, dans cette réalité, dans cette vie de brute, devrait voir un psychologue. On n'a pas besoin d'attendre de toucher le fond du fond pour aller voir un psychologue. C'est bien d'être en face d'une personne qui ne fait pas partie de notre cercle familial, de notre cercle amical, pour parler en fait de certaines choses, de certaines interrogations qu'on a dans la tête pour pouvoir les comprendre, les accepter, les assimiler, apprendre à vivre avec. Et toutes ces personnes-là, en fait, m'ont permis de voir une autre partie, une autre facette de Saint-Laurent. Ils m'ont permis de mettre une claque aux gens, aux personnes qui ne m'acceptent pas. J'attends pas qu'on m'accepte, juste qu'on me respecte. Aux personnes qui ne me respectent pas, parce que je suis trop. Souvent, ils disent ça, je suis trop. En même temps. Voilà, je suis trop de choses en même temps. Il y a ceux qui vont m'aimer, qui vont vouloir apprendre de moi. Il y a ceux qui vont me détester. Merci pour ce petit message de prévention santé mentale. On en a tous besoin, c'est vrai. Quelle place a le théâtre pour toi en Guyane aujourd'hui ? Est-ce que cette place est suffisante ? Qu'est-ce que tu en penses ? Elle n'est pas suffisante, honnêtement. Je pense qu'il faut plus de scènes nationales, qu'il faut une école de théâtre en Guyane, j'allais dire à Saint-Laurent, mais en Guyane tout court. Qu'il faut plus de comédiens en Guyane, qu'il faut donner plus d'opportunités aux comédiens guyanais. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de structures qui font appel à des comédiens d'ailleurs pour jouer en Guyane, pour représenter la population guyanaise, pour représenter l'histoire de la Guyane. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Je trouve qu'il y a certaines personnes qui ne devraient pas porter l'histoire coloniale de Guyane. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont grandi dans leurs privilèges, dans leur façon de faire, qui s'autoproclament légitimes de porter l'histoire coloniale. Nous avons des comédiens qui ont grandi en Guyane. Nous avons des comédiens qui ont des parents qui ont grandi à cette époque, en fait, qui ont vécu les choses. Des parents qui se souviennent du bagne, qui se souviennent de Saint-Laurent, qui se souviennent des prisonniers, qui se souviennent des l'île aux lépreux. Donc, juste mettez en place des formations pour pouvoir enseigner, éduquer, faire sortir les pleins potentiels de ces comédiens que nous avons ici là pour porter la Guyane. Ce n'est que mon avis, encore une fois. J'ai beaucoup plus de facilité à m'attacher, à accepter un message quand ils viennent d'une communauté qui a vécu. Elle est concernée, ses ancêtres lui ont expliqué l'histoire. Il y a les traits physiques, il y a les traits caractériels de l'histoire. En fait, je ne dis pas que les gens ailleurs n'ont pas le droit de le porter, mais je me dis juste, si les gens d'ailleurs le portent, c'est parce que quelque part, ils ont plus d'opportunités, ils ont plus de compétences. Pourquoi ils ont plus de compétences ? Parce qu'ailleurs, en fait, ils ont fait des écoles d'art. Mais pourquoi vous payez des billets d'avion hyper chers pour les faire venir ? C'est cool. Mais c'est bien, ça permet de rencontrer... Quelque part, ça permet de rencontrer d'autres personnes, de faire de nouvelles rencontres. Mais payez les formateurs. Faites-les venir ici, enseigner à nos comédiens d'ici, nos artistes d'ici. Montrez l'art de la Guyane, parce que la Guyane est bourrée de talent, surtout au niveau de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, c'est une dinguerie. Je travaille avec des jeunes sur... c'est la première fois que je travaille sur ce thème, la menstruation. Et franchement, elles me sortent des textes. Vraiment, il y en a une, honnêtement, je me souviens toujours de son texte. Moi, j'aime avoir mes règles, parce que quand j'ai mes règles, mes parents m'aiment beaucoup plus. Mes parents m'écoutent beaucoup plus. Les autres me laissent tranquille parce qu'ils trouvent ça dégoûtant. Donc, ils ne m'embêtent plus. Ils l'écoutent quand je leur dis d'arrêter. Ça me permet de ne pas aller à l'école. Comme ça, je ne vois pas monsieur, je ne veux pas citer les noms, qui tout le temps se moquent de moi, se moquent de mes panguis parce qu'ils aiment beaucoup attacher leur tête avec des panguis. Je me dis, c'est peut-être juste quelques petits mots, mais c'est des petits mots qui sont tellement importants. L'intelligence, c'est pas de sortir les mots hyper compliqués de Molière, en fait. L'intelligence, c'est de savoir retranscrire ses émotions, de savoir surtout retranscrire la différence entre quand j'ai pas mes règles, ben, je les laisse les garçons me toucher, je fais ci, je fais ça. Parce que ben, même si je leur dis d'arrêter, ils vont pas arrêter. Mais quand j'ai mes règles, en fait, je dis, ah, ben là, en fait, j'ai mes règles, les garçons. Là, ils vont pas me toucher, ils vont me laisser tranquille parce que dans la culture pochinengue, tu touches pas la femme, tu manges pas la nourriture de la femme, tu couches pas avec la femme. Tu mets la femme sur le côté parce que les règles, c'est impur, c'est sale, c'est dégoûtant. Vraiment, pour moi, ça, c'est de l'intelligence. C'est une capacité de savoir retranscrire ses émotions. Et la jeunesse de Saint-Laurent, la jeunesse de Guyane tout court,
a du talent, ils sont doués. Il faut juste donner-leur les formations, en fait, créer les formations, mettez les formations en Guyane, en fait. Arrêtez d'aller chercher ailleurs. Allez chercher ailleurs si vous voulez, mais faites venir les personnes pour donner les formations. Pas venir les gens qui ont déjà les formations et qui vont bouffer la place des autres. Moi, c'est des bouffeurs de pages, je les appelle. On a entendu le message. Merci beaucoup, Mathilde. Qu'est-ce que c'est pour toi le féminisme et est-ce que tu te considères comme tel? C'est vraiment se battre, défendre la cause des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes et surtout le respect de la femme, en fait. Je me considère en tant que féministe, mais à demi-mesure, dans le sens où il y a certaines parts du féminisme avec lesquelles je ne suis pas en accord. Lesquelles? Je veux bien qu'on se batte pour nos droits, être même égalité, que ce soit les salaires, que ce soit les respects, même la menstruation. Par contre, ça, je suis trop d'accord avec quand on a la menstruation. Mettez-nous un petit congé de 2-3 jours, une semaine. Franchement, pardon, la douleur là, la décharge émotionnelle, je suis désolée. Je suis désolée, je suis en panique quand j'ai mes règles. J'ai envie de brûler la terre entière, mais je reste chez moi. Voilà. Du coup, on n'est pas payé quand on reste chez soi. C'est ça. Mais les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est le fait de dire que tous les hommes sont mauvais. Ils méritent tous de brûler. Beaucoup. Pas mériter de brûler, excusez-moi pour les termes. On ne fait pas d'appel à la haine. Non, pas du tout d'appel à la haine. En fait, beaucoup sont des personnes à ignorer, à mettre sur le côté, à ne pas prendre en compte. Mais il existe quand même, moi je les appelle les petites pépites parce qu'il y en a un peu au jour d'aujourd'hui, qui comprennent la cause, qui sont en accord avec la cause, qui se battent pour la cause. J'aime beaucoup le fait de défendre de manière pacifique. Le thème féministe, ces derniers temps, je trouve que ça renferme beaucoup trop de violence, beaucoup trop de... C'est soit les hommes, soit les femmes. C'est vrai que nous, les femmes, on est là. Il faut qu'on continue à crier, à hurler, à donner, à transmettre. Moi, c'est à travers mon art, justement, que je fais vivre mon côté féministe. J'aime pas que l'on crie, à tue-tête, en fait, que ceux qui n'ont rien demandé prennent des balles perdues. Tu sais, il y a aussi, effectivement, il y a beaucoup de divisions dans le mouvement féministe et il y a certaines branches du féminisme qui excluent, par exemple, entre autres, les personnes trans en se disant qu'ils n'ont pas leur place dans ce combat-là. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Je suis complètement, mais vraiment contre cette façon de penser. Beaucoup de personnes qui se disent féministes, qui ne sont pas en totale connexion avec eux-mêmes. On ne se bat pas seulement parce qu'on est femme, on se bat parce qu'on a une identité intellectuelle, émotionnelle qui fait qu'on ne soit pas en accord avec ce qui se passe. Si aujourd'hui, une personne transgenre se considère femme, cette personne en fait est en accord avec ses émotions. En fait, c'est justement parce que cette personne écoute son psychisme qu'il se bat pour la cause. Le fait d'être féministe, pour moi, ce n'est pas uniquement une question de sexe, ce n'est pas uniquement une question d'être femme, c'est une question d'être en accord en fait avec qui on est, non seulement notre identité sexuelle, mais aussi notre identité psychique et émotionnelle et psychologique. Et ça rejoint ce que tu disais juste avant, dans le sens où c'est aussi une question pour les hommes. Le féminisme, c'est une question pour tout le monde, finalement. Je ne dis pas que tous les hommes sont bons. Loin de là, en fait. Si on devait juste détester les hommes, moi, je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie avec les hommes, je haïrais les hommes, en fait. Je ne suis pas une adepte de la violence. Je ne dis pas que je ne sais pas faire acte de violence. Je fais beaucoup de boxe et de karaté pour justement savoir me défendre dans le cas où on m'agresse. Je ne peux pas me permettre de me dire que tous les hommes sont mauvais. Et mes 3 grands frères que j'ai là sont un exemple vivant que tous les hommes ne sont pas mauvais. Et j'en ai rencontré des hommes dans ma vie quand je me faisais tabasser au collège, parfois par des hommes, et c'est un homme qui venait, qui me retirait pour dire « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire à la jeune fille en fait ? Est-ce que tu n'as pas honte de toi ?» Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser sa garde. Mais dans le côté, c'est soit tu nais femme et tu es féministe, soit tu ne l'es pas. Non, on n'a pas besoin de naître femme pour être féministe. Certes, la cause est beaucoup plus importante quand c'est une femme qui la porte, mais c'est pas pour autant qu'il faut rejeter, banaliser ou amoindrir le fait que ce soit un homme transgenre qui se dit femme, qui a une identité féministe. Tu vas pas lui dire non. Pourquoi non, en fait ? Toi, tu as l'opportunité d'ouvrir la bouche, de dire les choses, de parler de tes émotions. Cette personne est en train de parler de ses émotions. Justement, c'est parce que cette personne s'est écoutée entièrement, a fait sa transition, se considère en tant que telle personne. Tu es qui, en fait, pour dire que ne mérite pas ci, mérite pas ça. Justement, au jour d'aujourd'hui, nous, en tant que personnes gays, bisexuelles, on est avec une sexualité et on est attiré par la même sexualité de la personne. Je pense que si on pouvait tous se dire « Ah, mais peu importe qui je suis, je ne serais pas jugée », presque tout le monde serait bisexuel et beaucoup de personnes seraient transgenres. Il faut dire les termes. Vraiment, il faut dire les termes. Faut dire les termes. C'est juste que peu de personnes osent. Alors que je trouve que oser va si bien aux gens quand ils osent. Alors, osons. Exactement. J'ai envie de dire. Oui. J'aimerais aussi reparler d'Haïti, de ton origine. Tu es née où? Je suis née à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Ok. Mais j'ai grandi à Cabaret, qui est un peu plus
Le nord, 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 nord. Tu peux nous parler un petit peu de la vie que tu as vécue là-bas et de ton arrivée ici? Comment dire, ma vie en Haïti, je me souviens de beaucoup de positivité. Il y a eu pas mal de négativité, mais je me souviens de beaucoup, beaucoup de positivité. J'avais 2 grands frères et un petit frère et j'étais vraiment la chouchoute. Et ma mère, avant de partir, en fait, elle avait mis énormément d'argent de côté. Du coup, elle a donné un peu d'argent à plusieurs femmes du village pour dire cet argent-là, c'est pour que vous preniez soin de ma fille. Elle les a payés. C'est comme si elle avait payé 3 ans d'avance De pour, babysitting, voilà, genre. de babysitting en Ah, prenant waouh. soin d'elle. Elle a acheté des vêtements, des habits. Et malheureusement, au moment où elle est partie, mon géniteur, il était très, 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 très coureur de jupons. Tu vois, ces traînes, un homme te touche, après tu vas la fiancer. Oh my god, Voilà, lui, ça les définit vraiment complètement. je vois la trend. Et lui, il était vraiment comme ça. Du coup, dès l'instant, en fait, ma mère est partie. Elle a aussi mis une femme de ménage à la maison. Sauf que mon père trouvait toujours le moyen de transformer les femmes à tout faire en belle-mère. Et une fois que la personne devenait belle-mère, en fait, prenait le pouvoir. C'est moi qui me retrouvais en position de dame à tout faire dans la maison. Et du coup, ces personnes-là faisaient venir leur enfant. Comme j'avais pas de téléphone, rien du tout, comme mon frère arrivait à dire à ma mère, il l'a mis enceinte, elle mettait la dame à la porte, elle l'amenait un et une autre. C'était devenu tellement trop qu'elle voulait même plus du tout mettre des gens dans la maison. Du coup, mon géniteur a choisi une parmi toutes celles qu'il avait vues. C'était vraiment la descente aux enfers. Elle est venue avec une petite fille, mais elle m'a tout volé. Elle est venue, je crois que elle avait 3 ans, j'avais 5 ans. Comme j'étais toute maigrichonne, comme vraiment à la fin de ma mère, la nourriture, c'est de moins en moins au départ de ma mère. Et du coup, on avait les mêmes tailles de vêtements, tout ça. Et c'est vraiment elle qui mettait, qui prenait. Bref, moi, je sortais sale et elle sortait super propre. Une fois que cet épisode-là est arrivé, j'ai commencé à vivre les premiers séismes en Haïti, des gros séismes où vraiment, une fois, j'ai failli perdre la vie. Et là, je pense qu'il s'est rendu compte. Il a amené la femme en tant que belle-mère. Moi, j'ai perdu ma chambre quand j'étais jeune. On dormait dans le salon, à même le matelas. Et quand il y a le séisme, inondation, je me suis retrouvée vraiment, littéralement, pendant que je dormais, tout le monde courait dans tous les sens. Moi, je me suis retrouvée à flotter. Je suis sortie de la maison, je flottais sur l'eau un peu partout. C'est un monsieur qui m'a rattrapée. Quand on me raconte Oh, ça, je wow. dormais vraiment, je dormais. T'as pas compris? Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Un monsieur m'a rattrapée comme ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait de l'eau. Comme j'étais toute petite, le monsieur, était super grand. Donc, il lui arrivait déjà là. Et là, il a crié le nom de mon géniteur. Et là, il m'a attrapé, il m'a mis sur ses épaules, il nous a amenés à l'abri. Et là, vraiment, il m'a regardé, il s'est vraiment excusé, il m'a dit je suis désolée, que ça se reproduira plus. Je pense que quelque part, il a compris que si je dormais dans ma chambre normale, jamais je me serais retrouvée à flotter. J'étais sur un lit en métal, tout ça. Et il m'aurait vu parce qu'il a sorti la belle-mère, il a sorti la fille de la belle-mère, mes grands frères sont sortis. Il a sorti mon petit frère, c'est juste moi qu'ils ont oublié dans le salon. Dans le salon sur le matelas. Oh. Mais je te dis, ça va, vraiment, ça va. Et il s'est remis encore avec cette personne où vraiment la vie avec elle c'était super dur. À 5 ans, 6 ans, je me suis retrouvée à être mère de ses enfants. J'ai dû grandir très, très vite. J'ai dû apprendre à prendre soin de mes petits frères, de mes petites sœurs, mes petites sœurs du côté de mon père. Il y avait une chanson que j'ai découverte qui dit Pepa, pala, pela, papa, belle-mère, pas maman, m'a quitté pays. Les belles-mères ne sont pas ma mère. Un jour, je quitterai ce pays. À chaque fois que je me sentais pas bien, je chantais cette chanson. Je me disais, elle n'est pas ma mère. Elle n'est pas ma mère. Je partirai un jour. Je sais pourquoi ma mère est partie. Et comment tu t'es retrouvée à partir à ton tour alors? Comme elle a fait rentrer d'abord mes grands frères. Et du coup, j'appelais de plus en plus ma mère pour dire là, c'est pas possible. Là, en fait, j'ai pleuré. Pourquoi t'as pleuré? Parce que j'avais faim. Là, il s'est passé ci, là, il s'est passé ça. Et là, elle s'est vraiment dit, elle va pas rentrer le plus grand. Elle va directement commencer par moi parce que c'est la jeune fille. Elle avait peur que je tombe enceinte. Ah, c'est bon, à 12 ans, je suis enceinte. Normalement, c'est ça. Je devais arriver ici vers 12 ans, 13 ans. Elle m'a dit, non, non, on va commencer directement par toi. Du coup, elle m'a pris quand j'avais 9 ans et demi, 10 ans. 3 ans avant l'heure. Et parce qu'elle avait vraiment prévu son truc. D'abord lui, d'abord elle, d'abord machin. Vraiment. Et depuis que je suis venue ici, c'était une autre vie. Il y avait d'autres violences, mais quelque part, ça n'en valait pas la peine face au bienfait émotionnel que ça faisait d'être auprès de sa mère. Quel regard tu portes sur Haïti aujourd'hui? Je regarde Haïti avec beaucoup, beaucoup de peine parce que je garde toujours en moi, malgré tous ces trucs que j'ai vécus, l'envie d'y retourner, C'est vrai? oui, l'envie de faire ma vie là-bas. Tu n'es jamais retournée depuis? Non, depuis 17 ans que je suis ici, je suis jamais retournée. Ma mère, il retourne presque une fois par an. Pourquoi tu n'y vas pas toi? Je me sens pas prête. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien à leur apporter. Donc même si je vais là-bas, je vais en tant que Mathilda. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que je vais apporter? Moi, À Haïti ou à ta famille? les T'es deux, restée là-bas? les Ok. deux. Apporter à ma famille, apporter à Haïti. Au jour d'aujourd'hui, ma mère a fait des acquisitions, elle a des terrains là-bas, sauf qu'il n'y a rien sur les terrains, je ne peux pas y aller sans avoir quelque chose à construire sur les terrains, à mettre ma famille à l'abri,
à ouvrir une petite entreprise. C'est des grands rêves, hein, mais je préfère rêver grand. Donc c'est un objectif pour Voilà, toi c'est un à objectif. terme un jour. Oui, un jour vraiment pouvoir retourner en Haïti, pouvoir construire quelque chose en Haïti, quitte à ne pas y vivre, hein, mais construire quelque chose pour la population haïtienne, même si c'est avoir 2 employés, 3 employés, mais poser ma petite pierre à l'édifice. Mhm. Quels sont tes projets actuellement, artistiques et peut-être personnels, si tu en as envie? Projet personnel, c'est malheureusement de bientôt quitter la Guyane. Ok. J'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. J'ai besoin de me confronter à autre chose. Je me suis accordé ma liberté en étant ici dans un pays en fait qui n'est pas dont la communauté LGBT n'est pas libre. J'ai besoin de m'accorder cette liberté dans un pays où la communauté LGBT est libre. J'ai envie de vivre grand, de voir grand, plus grand qu'aujourd'hui. Je commence à être épuisée d'accepter un petit peu. De te battre, Oui, de me battre. Je me bats tout le temps, hein. mais ça doit être épuisant quand même. Mais voilà, justement, parfois c'est épuisant d'être forte. Je sais pas, en fait, je sais pas à quoi est-ce que je me raccroche. Honnêtement, je suis extrêmement fatiguée. Ne pas savoir qu'est-ce qui me raccroche, ça, il n'y a rien de pire pour moi. Mhm. Donc, je pars pas définitivement, mais je pars quand même pour un long moment, pour un bon moment. Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu as une figure de l'art et de la culture dans les dom-toms qui t'inspire particulièrement et dont tu as envie de nous parler? Je dirais quelque part Christiane Taubira. Oh waouh! J'adore vraiment. Moi, j'appelle ça de l'impertinence. L'impertinence avec laquelle elle Le prend mot la est parole. adapté. Voilà. L'impertinence avec laquelle elle prend la parole quand elle est à l'Assemblée, quand elle s'adresse à ses prédécesseurs. Vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière. Cette femme qui a fait voter ces 2 lois qui portent son nom, les lois pour le mariage pour tous, pour reconnaître en fait l'esclavage comme en fait comme un crime qu'il faut Contre rendre. l'humanité, Voilà, un ouais. crime contre l'humanité. Et je trouve que c'est une personne extrêmement vraie. Il y a des personnes que tu vois à la télé, quand tu leur rencontres, tu dis, tu as limite l'impression que ces personnes te ment. C'est apparaître à la télé pour apparaître à la télé pour avoir des followers. Alors que Christiane Taubira, je l'ai vue à la télé, je suis tombée amoureuse de son éloquence, de son combat, de ses combats. Et je l'ai rencontrée en vrai, on a discuté. Et je suis tombée amoureuse de la petite personne qu'elle est. Genre, elle est petite, mais quand tu la regardes, tu vois que c'est une personne tellement grande, tellement puissante. Si tu devais entendre une personne à ce micro, à ta place, qui est-ce que ce serait? J'aimerais beaucoup entendre, je pense à beaucoup de personnes, hein, mais je pense surtout, il y a des artistes que je connais qui sont connus, qu'on voit, mais il y a aussi ces petites artistes. Mais Kimi Amiamba, qui est une comédienne de Saint-Laurent-du-Maroni, un petit bout de femme qui a dû se battre contre sa culture, contre le fait qu'on lui disait de ne pas y aller, de ne pas faire cet art, et qui au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un dont je suis extrêmement fière de voir à quel point elle a réussi, à quel point elle est douée dans l'art, elle est douée en tant que comédienne. C'est noté. Merci beaucoup, Mathilda. Moi, je dirais qu'il faut marcher avec la certitude des fous, non pas avec l'énergie de ceux qui te diront « Mais attends, il est peut-être temps d'avoir des enfants, de te marier, un travail stable. » Marcher comme les fous, marcher en souriant, marcher avec l'espoir, marcher avec détermination, marcher en rêvant, marcher avec cette certitude que oui, il y aura des échecs, que oui, vous allez tomber, mais aussi que oui, ces imprévus font partie de la réussite, du succès. Marchez avec cette musique dont vous êtes la seule à entendre dans votre tête. Marchez avec l'objectif d'être en accord avec vous-même. Marchez avec le but de foutre à la poubelle les stéréotypes, les peurs, les angoisses, les manques de courage, d'honnêteté, de sincérité, de communication des autres. Marchez sans vous juger. Marchez en connexion avec vous-même. Marchez en acceptant de vous tromper de chemin. Marchez en acceptant d'être vulgaire quand le temps l'impose. Marchez en acceptant de rêver autre chose. Marchez avec l'objectif de germer
en 1000 pétales de prose, en 1000 pétales de rose.